Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, je vous souhaite une très bonne semaine avec nous. Nous allons parler corruption ce matin à la rubrique Le Point avec ce colloque international sur la corruption et la transparence qui doit se dérouler cette semaine, les 3 et 4 mai prochains à l'université Quisqueya. Et justement, le recteur de l'université, le professeur Jacques Lumarque, est notre invité ce matin. Nous l'accueillons avec plaisir. Professeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Respect, à votre service. Nous allons parler corruption, lutte contre la corruption et la transparence, mécanismes et enjeux. C'est vrai, parler corruption est d'actualité. Mais on peut quand même oser vous poser la question, à savoir, quelle est l'opportunité d'une telle démarche? Bon, d'abord, on colloque son fait banal dans la vie d'une université, n'est-ce pas? C'est activité régulière. Nous, on est à notre 3e colloque international dans l'année, donc c'est tout est normal. Mais la corruption, pourquoi? Bon, c'est un phénomène de société important pour Haïti, parce qu'il affecte l'économie, hein. Ça affecte aussi les pauvres, ça affecte la gouvernance du pays, ça décourage l'investissement direct étranger, ça démobilise les investisseurs haïtiens. Et je pense que c'est important que les universitaires aussi s'emparent de cette question et se demandent de quelle manière nous pouvons aider la société à avancer. Et puis l'autre élément d'opportunité, par contre, c'est au courant que le dernier sommet des Amériques, auquel Haïti a participé, le président de la République était présent, a fait de la lutte contre la corruption son thème central de travail. Donc c'est une question à l'ordre du jour. Ce n'est pas une question uniquement haïtienne, c'est une question mondiale. Et bon, en Haïti, ça peut prendre des proportions importantes parce qu'on a des institutions qui sont faibles, on a un système juridique déficient qui a peut-être désarmé les pouvoirs publics dans une vraie bataille efficace contre la corruption. Donc, nous commençons avec ce colloque. C'est pour mettre un éclairage, parce que quand j'ai essayé de trouver des chercheurs haïtiens qui travaillent sur ce thème, j'ai deux chercheurs, non? Dans nos travaux personnels aussi à l'université, bon, il y a peut-être 1 ou 2 mémoires de fin d'études sur cette question-là, mais ce n'est pas un chantier de travail pour les scolaires haïtiens, donc c'est une lacune à combler. Bon, peut-être plus loin de Kababou, est-ce que c'est parce que la corruption est perçue comme étant un fait banal aussi? Il y a des gens qui sont capables de reprocher tête si vous pas impliqué dans la corruption. Mais juste avant, professeur, nous pourrions connaître qui ça de plus que un monde capable d'attendre de un colloque. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est un colloque de plus? Parce que jamais une semaine sans au moins un colloque en Haïti. Bon, nous-mêmes dans l'université, les colloques sont une activité importante pour nous, parce que c'est l'occasion de réunir des chercheurs, de partager des connaissances et des expériences dans ce domaine. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on capitalise, n'est-ce pas, sur l'information produite, les analyses produites par d'autres. Donc, ce sont un moment de rassemblement important, d'idées, de propositions, de concepts, de méthodes d'analyse. Donc, ça fait partie de la démarche de construction de connaissances. Donc, c'est un bail vital, c'est pas comme ailleurs. Enfin, maintenant, pour ça, l'important pour nous, ce colloque est un point de départ. C'est le choix qu'on a fait. C'est un point de départ pour s'emparer d'un chantier et le labourer pendant quelques temps, 12 mois, 18 mois, 2 ans, dans la perspective de mettre en place un observatoire haïtien de la transparence et de la corruption. Vous connaissez sans doute ça que nous prenons souvent comme repère quand on parle de corruption, à part les événements singuliers qui surviennent de temps à autre, c'est le rapport de Transparency International. C'est un rapport, je pense en particulier à l'indice de perception de la corruption. C'est un rapport qui mesure l'indice de perception, et non pas la réalité. Évidemment, la corruption est quelque chose qui se cache
les gens travaillent dans l'ombre. Donc la seule façon de se rendre compte de son existence, c'est à travers ce que les autres perçoivent. Mais c'est aussi une limitation. Hein. Moi, je suis en général réticent vis-à-vis de tous les indicateurs, parce qu'il y a beaucoup de limitations. D'abord, l'index de Transparency International, c'est un index composite. Hein, c'est un agrégat de plusieurs éléments. Il est construit sur la base d'entretien avec des hommes d'affaires, avec des hommes politiques. Et vous connaissez le pessimisme traditionnel des Haïtiens vis-à-vis de leur propre pays. Donc, tout le monde a pour correction tout partout. Ensuite, la méthodologie change chaque année, de même que l'échantillonnage. Ce qui veut dire que s'il y a des progrès dans une société, s'il y a des progrès dans le travail des pouvoirs publics en termes de lutte contre la corruption, le rapport, ça ne va pas prendre compte. Donc, c'est une limitation. Moi, je vais travailler à mettre en place un observatoire haïtien de la transparence et de la corruption qui mobilise les acteurs de la société civile, les universitaires et aussi les pouvoirs publics dans un véritable effort d'analyse des causes, des effets et aussi des données qui concernent la corruption. Je pense que c'est offrir à la société un moyen de lutte efficace contre ce phénomène qui est un phénomène ravageur pour l'économie, mais aussi qui est contre les pauvres en particulier. Nous sommes j'étais un chef d'État lorsque tu as des rapports qui t'ont sorti de temps en temps et qui, par exemple, mettaient Haïti dans une position louable. Et ce chef d'État a eu à dire, il faut faire attention, hein, ces deux indices qu'il a parlé sont indices de perception qui ne pas toujours refléter la réalité. Est-ce que, une explication comme ça, est-ce qu'à votre avis, il toujours, je dis bon, disons, il y a des limites dans un indice qui est un agrégat, et aussi quand c'est un indice qui mesure la perception et non pas la réalité. Mais si vous regardez bien persistance rapport ça dans le temps, vous regardez pendant de nombreuses années, ce sont le même groupe de pays, les pays du Nord, Finlande, Norvège, Suède, Danemark. Cette année, je crois que c'est le Danemark qui est en tête de liste, qui est toujours les mieux classés. Ou après des pays difficiles comme Haïti, hein, nous peut-être 150e, 153e sur 180 pays cette année. Et ou après des pays un peu dans un groupe intermédiaire, la France 23e, États-Unis 16e. Ça quand même donne une indication sur le niveau de corruption dans chaque pays et aussi l'efficacité des moyens que les pouvoirs publics mettent en place pour faire face à ça. Donc ça peut vous guider en quelque sorte sur la nature des vrais problèmes qui se posent dans votre société et donner un indicateur sur les moyens à prendre pour y faire face. Donc ce n'est pas tout à fait inutile. Ce n'est pas inutile. Haïti a un paquet d'instruments que lui-même les tête pour lutter contre la corruption. Comment nous expliquer que nous sommes toujours dans la même position? Vous se rappelez là, 157e sur 180 pays, nous n'avons pas gain de quoi battre tête. Non. Alors qu'il y aurait, entre guillemets, une certaine volonté de lutter contre la corruption à travers ces dispositions prises par l'État haïtien. Ça qu'a passé. Bon, est-ce que la culture de la corruption est plus forte que les mesures prises? Bon, c'est un problème réel. Et c'est ce qu'on va aborder dans le colloque. Ou après, une première partie du colloque où on se met d'accord sur les éléments de définition. C'est-à-dire de quoi on parle, c'est quoi la corruption? Quelles sont ces formes de caractérisation, les différentes typologies, pour bien comprendre un peu l'animal dont on parle. Mais aussi on regarde les représentations. Hein? C'est quoi les gens ont dans la tête quand ils parlent de corruption? Et ça, c'est pour avoir les faits. Ensuite, on analyse de près ce que j'appelle le dispositif normatif et institutionnel mis en place par les pouvoirs publics pour faire face à la corruption. Là-dedans, qui ça m'a regardé d'abord les institutions. Il y a UCREF, ULCC, Cour des comptes, CNMP, Commission nationale des marchés, et le CSPJ. Et ensuite, il y a toutes les lois. Hein, les lois, et aussi les conventions internationales, conventions des Nations Unies pour ratifier, conventions des États américains pour ratifier. Donc il y a tout un arsenal juridique et normatif en place. Nous allons analyser l'efficacité, nous allons faire les acteurs actuels, les directions qui vont s'exprimer, mais aussi nous faire plusieurs anciens directeurs parler, témoigner de leur vécu, de l'expérience. Nous allons tenir également sur ce rapport-là un panel d'anciens premiers ministres qui vont témoigner de leur vécu par rapport à ça. Donc ça, c'est la deuxième partie pour appréhender un peu l'arsenal. Troisièmement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'aspect qu'on appelle l'économie de la corruption. De quoi on parle? Quelle est l'importance? Je crois qu'il y a un dernier rapport, soit du Fonds monétaire, qui avait
établi qu'il y a environ 5% du PIB mondial qui est englouti dans la corruption. C'est beaucoup d'argent, ça. Et pour Haïti, qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas. Mais et surtout, indépendamment des coûts directs, des flux financiers engloutis dans la corruption, mais quels sont les coûts d'opportunité? C'est-à-dire à quoi on renonce-t-on quand on accepte que la corruption s'étale comme ça? Et puis, dernier élément de notre démarche, ce sont les aspects qu'on appelle sociologie de la corruption. C'est un phénomène de société qui est alimenté par le relationnel, le clientélisme, l'histoire, et l'histoire de nos institutions, de notre bureaucratie. Ce sont ces 4 aspects. Évidemment, on va s'attarder sur l'arsenal juridique et réglementaire parce que c'est l'outil dont l'État s'est doté pour faire face. On va examiner leur efficacité, leur pertinence. Et là, il y a, bon, je ne vais pas anticiper ce que les gens vont dire, mais déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, dans l'arsenal, il y a le code pénal qui est... Alors, c'est de manière plus générale, quand on regarde de près le système, si on peut dire l'infrastructure juridico-légale du pays, on se rend compte qu'elle est dépassée, qu'elle est très complexe et souvent inadaptée aux problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est née dans l'émulation de ce que fait la France. On est songer que le code civil haïtien date de 1806, 2 ans après le code de Napoléon, n'a pas beaucoup changé depuis. Votre code de commerce date de 1825, le code pénal lui-même date de 1837, amendé très superficiellement en 1885, je crois. Mais dans ce code pénal, par exemple, les pénalités pour un fonctionnaire épinglé de corruption, c'est de 50 piastres, par exemple, lorsque le bien en cause ne peut pas être valorisé de manière économique. Donc, on peut interroger, par exemple, pourquoi l'ULCC, qui est un outil de lutte contre la corruption en charge du dépistage, de la prévention et de la sanction, est placé sous la tutelle du ministère des Finances, alors que l'UCREF, qui est une centrale financière, est placée sous la tutelle du ministère de la Justice. On peut interroger pourquoi l'ULCC, par exemple, n'est pas en mesure, une fois que l'enquête est établie, de saisir directement le juge d'instruction pour donner suite, n'est-ce pas, à l'enquête. Donc il y a beaucoup de choses à interroger et c'est ce que les spécialistes vont faire. C'est aussi les acteurs du milieu. Vous pensez que lutter efficacement contre la corruption passe inévitablement par ça? C'est une partie du problème. Et voilà pourquoi, si tu vois bien dans le colloque, nous sommes associés aux journalistes. La veille du colloque, le 2, nous allons tenir une journée de travail avec les médias. Une 60aine de journalistes vont venir s'asseoir avec nous pour analyser toute la documentation. On a fait un compendium de tous les textes de loi, de règlements, de conventions, une description de toutes les institutions, parce qu'il faut qu'ils s'emparent de ça. Dans les sociétés où la lutte contre la corruption est efficace, ce n'est pas seulement les pouvoirs publics. Et c'est même, je dirais, c'est presque pas du tout les pouvoirs publics. Ce sont les journalistes, c'est vous. C'est aussi les acteurs de la société civile, les organisations de défense des droits humains. C'est pour ça que si tu regardes le classement de Transparency International, tu vas voir qu'il y a un lien étroit entre le niveau de protection que les pays accordent à leurs journalistes et à leurs ONG et le niveau de corruption. Parce que c'est vous qui faites. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de susciter cet éveil et de donner aux acteurs de la société civile les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire le travail de manière efficace. Donc vous, journalistes, et puis les organisations de la société civile. Vous avez déjà réfléchi sur les mécanismes de lutte contre la corruption? Bon, la loi prévoit déjà un certain nombre de mécanismes. Je crois qu'il faut s'interroger sur leur efficacité, sur leur adéquation. Ça peut nous réfléchir. C'est vrai là, mais est-ce que nous réfléchissons sur ça? C'est un premier problème. Donc on va partager les expériences des acteurs actuels, mais aussi d'anciens acteurs qui sont passés de l'autre côté de la barrière maintenant. Ils sont dans le privé, ils sont à l'université, ils sont dans la société civile. Ils ont réfléchi sur les difficultés qu'ils ont vécues quand ils étaient en position. Ils ont des leçons à tirer et à partager avec nous. Pourquoi est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est la culture du relationnel, le clientélisme? C'est très fort en Haïti, on va examiner ça. Est-ce que c'est le poids de l'histoire? Est-ce que c'est l'influence politique des acteurs? Est-ce que c'est la peur? Et donc la corruption est un mécanisme puissant parce qu'il y a des enjeux importants de rente économique qui sont concernés et aussi des forces cachées. Donc, nous avons l'impression qu'on va parler de l'éducation
dans cette lutte, Mais nous sommes... ou encore la place de l'éducation dans cette lutte. Et, par exemple, désolé déjà peut-être à peu de mots, mais encore on est passé à pieds joints sous le lit, professeur. Je dis, il y a un monde qui occupe une place quelconque au niveau des pouvoirs publics, par exemple. Monde qui est dans le voisinage, monde qui dans l'entourage, il n'est pas d'accord que l'on pas dans poste là encore pour pas bien. Il dit, monsieur, c'est tel bagage que il était ministre, il était directeur général, a fait le patadou, pas bon. Ça veut dire que il y a deux côtés de pour aller, société ou bien environnement, entourage, attendre qu'on tout riche. Okay. Pas besoin qu'on ait qui jamais, des pour là, faut riche, okay. Inévitablement. Maintenant, est-ce que a bon place tout pour l'éducation? Bon, les corrompus et les corrupteurs, pas qu'à éduquer. D'abord, ce sont des gens bien informés. Non, la société. Oui, on va parler de l'acteur principal. Ce sont des gens bien informés qui connaissent bien la mécanique des systèmes administratifs et réglementaires et qui savent aussi les détourner, avec souvent des moyens très sophistiqués. Il m'arrive souvent de dire en Haïti que nous ne sommes pas vraiment un pays de corruption. C'est un peu provocateur ce que je dis. Dans quel sens? Parce que la corruption, quand même, demande un certain degré de sophistication. Il faut maîtriser base de données. Il faut qu'on procédure bien. Il faut être capable de chercher comment pour détourner. Il faut une technologie à disposition. Ici, c'est tellement grossier que j'appelle que c'est du vol de grand chemin. Pourquoi vraiment dans la corruption? C'est petit bébé quoi. Parce que l'arsenal technologique, de sophistication de données que ça demande, ou pas même, était toute la peine. Parce que c'est tellement criant, ouvert ce que vous faites là. Et maintenant, l'éducation, oui, et c'est ce qu'on fait. Un colloque, c'est aussi un moyen d'éducation. Et c'est pour ça qu'on a même journalisme. Il y a 60 journalistes qui parlent participer avec nos ateliers de travail, qui parlent en parallèle de tous les éléments de données, de faits, d'analyse. C'est des outils qu'on met à votre disposition pour pouvoir faire le travail de manière efficace. Et évidemment, il y aura des mémoires de fin d'études, il y a des thèses de doctorat que nous allons encourager sur cette corruption-là. Comme je l'ai dit, l'université s'empare de ce dossier pour en faire un chantier de travail qui doit être labouré pendant quelques temps et aboutir à un outil haïtien de lutte contre la corruption qui est dans la société civile et le secteur universitaire. À qui est-ce pensé comme intervenant dans la conférence? Bon, alors ce colloque est conduit en partenariat avec un think tank américain qui s'appelle 1804 Institute, Institut 1804, qui a de ce côté mobilisé plusieurs scholars américains. Donc il y a des universitaires qui vont venir, mais également des juges. Il y a 2 juges américains d'origine haïtienne, le juge Séraphin qui est basé à Miami et le juge Jean-Baptiste qui est basé à Chicago. On a essayé d'inviter des congressmen, on n'a pas pu les faire venir. C'est intéressant de savoir pourquoi. Parce qu'on n'a pas su trouver les mécanismes pour assurer leur participation, parce que la loi américaine interdit à un congressman d'être financé par une agence étrangère. Donc l'université ne peut pas prendre en charge les frais de voyage et de séjour d'un congressman. On a même essayé de voir si au niveau de l'ambassade américaine ou des départements d'État, il y aurait un moyen de le faire. Le gouvernement américain non plus ne peut pas prendre en charge des frais de déplacement de congressman. Voici un outil de lutte contre la corruption. Alors, la partie américaine, donc les juges américains vont venir partager avec nous leur expérience de ce qui fait la force du système juridique américain dans la défense des citoyens, dans la lutte contre la fraude. Donc ça c'est du côté américain, mais du côté haïtien, il y a des éminents scolaires également. Donc on fait venir M. Leslie Payan, qui a quand même produit pas mal d'ouvrages. Il y a quand même 400 pages sur la corruption, qu'il a embrassé toute la perspective historique depuis 1804 jusqu'à maintenant. Et il y a des universitaires de Kiskeya, de l'UEH. Et surtout, on fait intervenir les acteurs de la société civile. Il y a le coordinateur du CONAN qui va intervenir sur la question des pratiques de lutte. Il y a le directeur actuel de l'ULCC, de l'UCREF, du CSP, de la Commission nationale des marchés, le président de la Cour des comptes et un représentant du CSPJ. Ce sont tous ces acteurs qui ont entre les mains les institutions de réponse que la société met en place, qui vont venir témoigner de l'efficacité des réponses à leur disposition. Mais aussi, on fait venir d'autres acteurs qui sont des anciens, comme je dis. Il y a un panel de 3 anciens premiers ministres. On a réuni M. Jacques-Edouard Alexis, Mme Michel Pierre-Louis et Yvonne Neptune, dans 3 gouvernements différents, qui vont venir dire mais que s'est-il passé quand vous étiez en position
de direction stratégique du pays, quelles sont les leçons que vous pouvez retenir de votre expérience par rapport à la corruption? Quels sont vos petits succès? Quelles sont vos difficultés? Et que feriez-vous maintenant? C'est quoi l'histoire à raconter? Donc, c'est aussi un élément de formation intéressant à partager qui montre que des dirigeants qui peut-être étaient en position de vouloir bien faire les choses ont été handicapés par tout l'appareil national et social en place pour pérenniser la corruption. Merci, professeur. L'un tournait, on va pas pause là. L'un tournait, après, nous faisons un petit campé sous. Bon, c'est vrai, c'est des informations qui peuvent être disponibles dans le colloque là, d'où la nécessité ou l'intérêt de monde qui va inviter, monde qui a bien participé, ou qui pour nous qui sont ciblés en tant que public. Mais, professeur Lumarc, je dis, à part monde qui a commettre ou qui a pratiqué la corruption, corrupteur corrompu, mais une grande majorité, si vous demandez sa corruption, c'est la grande confusion. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous retourner sur ça? On a fait ça après posant. À votre service. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Jacques Lumarc est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous, le recteur de l'université Quisqueya, le professeur Jacques Lumarc. On parle de cet important colloque qui doit se tenir à l'université, sur le campus de l'université, les 3 et 4 mai prochains. Avant, pour professeur, nous avons parlé de terme en tant que tel, corruption. Qui gagne corruption, ou encore qui ça corruption, et qui leur monde corrompu, qui leur sont corrupteurs. Bon, alors, comme on a dit ça, définition générale corruption, c'est chaque fois qu'il y a un monde qui est en position d'autorité publique, abuser de l'autorité ça au profit d'un gain privé. C'est ça lié. Ou dans le colloque, nous allons commencer par faire économie sur parler. Parce que la notion de corruption prend naissance d'abord dans l'économie à partir de la notion de rente, son transfert de rente d'un parti à l'autre, en général d'un parti privé à un parti de l'État. Ensuite, nous allons arriver sous définition juridique, parce que c'est la loi qui traite les questions de corruption. Et nous allons embrasser toutes questions qui sont des infractions, c'est une infraction connexe. Et nous allons parler de abus de biens sociaux, de concussion, de détournement de fonds. Mais ça ne prend pour définition ordinaire générale, c'est que chaque fois que une personne qui est détentrice d'une autorité publique, qui est en charge d'une mission de service public, accepter des avantages en nature, en espèces, en contrepartie d'un service à produire ou d'un acte à faire ou à ne pas faire, c'est corruption. Donc, il faut toujours mettre en place deux acteurs. Souvent, un opérateur du privé, qui est à la recherche d'un avantage, ou qui veut éviter une sanction, et quelqu'un qui est dans l'État, dans l'appareil d'État, ça peut être un parlementaire, ça peut être un agent de l'exécutif, quelqu'un du système judiciaire, pour capable de produire un avantage ou bien parfaire un acte qui doit faire dans la position. C'est ça la corruption. Donc, est-ce que la corruption lui doit partir des pouvoirs publics? Non, il y a corruption dans le privé. Deux agents d'entreprise peuvent s'organiser pour détourner les services de l'entreprise au profit de particuliers. Mais celle dont on s'occupe, c'est celle qui concerne les pouvoirs publics, parce que c'est l'équipe importante dans la société. Et puis c'est lui-même tout qui a, comment dirais-je, plus injustice là-dedans, parce que de quoi il parle. L'argent qui nomme l'État à côté, c'est l'argent de la communauté. La collectivité, d'accord, pour le rendre les serviteurs de l'État, donc les dirigeants de l'État, dépositaires de ressources toute collectivité, pour le gérer dans le sens du bien commun. Maintenant, si gestion ça a fait au profit de gains privés, donc imaginons que c'est une pénalité pour le reste de la société, et en général, ce sont les pauvres qui en souffrent davantage. Donc, nous allons focaliser davantage sur l'aspect de la corruption dans l'État. Donc, ça met en cause à chaque fois un agent des pouvoirs publics
qui est détenteur d'une autorité publique, donc qui est en capacité, en charge d'une mission de service public. Et puis en face, il va jouer un opérateur privé. C'est pour ça qu'on peut souvent parler du corrupteur et du corrompu, la corruption active et la corruption passive. Active quand ça vient du privé, passive quand c'est l'État qui reçoit. Alors, nous je nous ai parlé de dispositions ou encore mécanismes de lutte qui existaient. Et où tu rappelé quelques paroles que le président de la République te prend, te fait. Et alors, il y a un qui est très célèbre. Pays a 5 problèmes, corruption. Nous ne pas écarter ligne ou encore démarche, émission, mais même le président encore te dit, n'a cité que la corruption sous toutes ses formes gangrène et atrophie l'économie. Elle a fragilisé profondément la fondation politique et elle a déstabilisé le tissu social du pays. La corruption est un crime contre le développement. Est-ce que, avec toute parole ça et tout mécanisme, est-ce que le citoyen avisé, pas le citoyen lambda uniquement, avisé, éclairé, gagne de quoi pour féliciter, pour le dire, pour le réjouir que effectivement nous sommes sur la voie des résultats dans la lutte contre la corruption. Est-ce que ça suffit, cette parole là? Bon, d'abord, qu'un président de la République puisse le dire dans un pays comme Haïti, c'est très bien. Et je pense que son analyse est correcte. C'est un problème important pour le pays, pour la société, pour le développement. Et je dois dire qu'il faut le prendre au mot. Qu'il faut le prendre au mot et l'accompagner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je dirais même que même ceux qui sont dans l'opposition au gouvernement actuel devraient prêter main forte à une initiative qui viendrait des pouvoirs publics à l'effet de lutter contre la corruption. Pourquoi? Parce que s'il le fait, c'est un avantage pour tous ceux qui viennent après. Donc, autrement dit, voici un domaine dans lequel il faudrait amener le président à réussir, même malgré lui. Parce que c'est une question très difficile que les pouvoirs publics tout seuls ne pourront jamais traiter. C'est pour ça qu'il faut une coalition d'acteurs dans le secteur privé, dans les médias, dans les ONG. Et c'est uniquement cette coalition. Donc je dis que, alors, allons lui prêter main forte. Allons faire confiance qu'il veut vraiment le faire et allons l'aider à réussir malgré lui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a d'autres mondes qui ont d'autres compréhensions de la question. Il y a l'autre qui dit que le pays n'a pas gagné 5 problèmes qui c'est corruption, mais au contraire, le pays a plutôt gagné un problème qui c'est l'impunité à multiplier par 5. Merci beaucoup. Alors effectivement, je dirais que le catalyseur de la corruption en Haïti, c'est l'impunité. Le fait que tu ne puisses jamais épingler un vrai corrompu, même quand il est connu, que le système judiciaire ne puisse pas fonctionner, et ça c'est ce qu'il faut adresser. Mais pas seulement par rapport à la corruption, c'est pour tout le reste. Et tout à l'heure, je parle de code pénal là, qui, de 1835, où il condamne un fonctionnaire de 50 piastres et les reprendre la corruption. Bon, est-ce que 50 piastres, ça va te dire comme tout d'un moment? Oui, peut-être. Mais si c'est un magistrat qui est en cause, les peines sont plus lourdes. Et ça va en emprisonnement. Parce que ça qui est là, on voit souvent que ce sont ceux qui sont en charge de lutter contre la corruption qui entretiennent la corruption. Quand un magistrat, par exemple, ou un monde qui est en prison, dont la culpabilité n'est pas avérée, magistrat, juge d'instruction, nous, en votre côté, le marché bien. OK? Donc, il faut payer pour un service que l'il doit, mais il faut payer tout pour la gombandie. Donc, je crois que le plus grave problème de notre société, c'est le niveau d'impunité. Donc, ça veut dire automatiquement par transition. Et je vais plus loin encore. L'impunité, pas seulement dans les pratiques, à cause peut-être de l'aspect relationnel, du clientélisme, du patronage. Parce que si c'est mon pas, on m'a dit, je ne vais pas faire un d'elle ça, c'est mon pas. En Haïti, le clivage dans la politique n'est pas idéologique, il est relationnel. Okay? Ce n'est pas position doctrinale qui fait que m'a proposé ma voix, mais c'est si ou c'est mon pas, moi c'est pas mon pas. Donc l'aspect relationnel qui est important. Mais ça qui est plus grave à mon avis, si vous regardez bien dans l'arsenal juridico-légal du pays, on dirait que la corruption
intégrer dans le système même, par exemple. Qu'une constitution puisse donner autant d'avantages à un parlement. Et aux États-Unis, vous connaissez un député, un sénateur de Kassotame, sous fond crime, sous violence immun, ici, là, si monsieur pas voulu lever l'impunité, il n'y a pas qu'à poursuivre, et on a des cas connus comme ça. Donc, voici comment le système d'impunité est organisé intrinsèquement dans la loi, dans la constitution du pays. Donc, il y a une interdiction d'aller poursuivre les gens qui sont coupables. Donc, quand dans l'arsenal juridico-légal du pays, vous jouez toute garde-fou qui est en place, c'est pour protéger l'acte de corruption. Ça, c'est plus grave. Donc, ça va au-delà du relationnel, ça va au-delà des faits divers. C'est toutes les phrases qu'il faut mener. C'est la vision du monde de ceux qui dirigent le pays qui est en cause. Là. À ce niveau, professeur, est-ce que il n'est pas préférable que nous focus sur le système judiciaire haïtien? Mais on chemine vers ça. Et après, un panel côté nous parle font confrontation. Nous avons 2 juges américains, mais qui sont d'origine haïtienne. Donc, qui connaissent Haïti très bien, qui ont été formés en Haïti, dans certains cas, et qui font des missions d'appui à la justice en Haïti. Ils connaissent nos problèmes. Et à quel niveau juge pas nous impliqués dans le colloque-là? Justement, nous faisons un travail de comparaison. M. Sebal dit, bon, comment fonctionne le système judiciaire américain? Qu'est-ce qui fait sa force dans la lutte contre la fraude? Et en comparaison, on mettra un juge haïtien aussi en face, qui parlera de son expérience, de ses difficultés, des contraintes auxquelles il fait face, des limitations que le milieu lui impose. Quand je dis le milieu, ça peut être l'infrastructure juridico-légale elle-même, ça peut être le comportement des acteurs, ça peut être la force de frappe des corrupteurs dans le privé. C'est tout ça qui est en cause. Je suis d'accord que pour répéter encore que le catalyseur de la corruption, c'est le système judiciaire. Nous, comme première entrée, on fait une entrée globale. C'est pour ça qu'on prend tous les aspects de la question. Par exemple, tu vas voir, il y a un panel sur corruption et développement. Il y a des thèses qui disent, mais la corruption peut coexister avec le développement. Bon, Alpine, regarde les voisins. Voisins, 6-7% PIB par an, mais soit comparé Haïti avec voisins en termes de corruption, ou c'est IBB, oui. Malgré qu'on ait un indice là, il y a 135e ou même 150e, 157e, mais pas certain non, que nous piquons plus que voisins. Et pourtant, alors il y a une théorie qui dit que la corruption pas empêcher le développement. C'est des thèses qu'on va confronter. Ce n'est pas une lecture universelle. Je suis en train de prendre connaissance de la littérature pour voir qu'il y a beaucoup de travaux qui sont contradictoires avec ça. Mais c'est un débat aussi à faire. Donc, on rentre par ce biais-là pour faire comprendre le phénomène dans toute sa complexité. C'est pour ça qu'on regarde d'abord les faits, mais on regarde les représentations, on regarde la perspective historique, on regarde l'aspect culturel et relationnel, on regarde l'aspect sociologique, mais on met l'accent sur le système judiciaire. Et je dis que la prochaine activité qu'on va faire dans le sillage de ce premier colloque, c'est une analyse plus détaillée du système judiciaire haïtien, de son fonctionnement. Pourquoi? Parce que nous sommes tout à l'heure qu'on a une infrastructure juridico-légale qui émule la France. Okay? Nous sommes, par exemple, Constitution, mais on regarde un peu partout, il émule la France, mais avec un décalage. On ne suit pas les mises à jour. Donc, à part le fait que nous sommes là, mais il est souvent façonné pour garantir une protection au mauvais comportement, au mauvais garnement. Et c'est de ça qu'il est en cause. Quand les gens vont se jeter dans l'informel, c'est parce que souvent les coûts de transaction du formel sont tellement élevés, ou sont élevés pas de manière intrinsèque, mais c'est à cause des droits exorbitants à payer dans l'informalité, au sein même de l'État. Ça veut dire qu'à travers la corruption. Donc, je suis d'accord avec toi que la pierre d'achoppement de la lutte contre la corruption, c'est le fonctionnement du système judiciaire. Et c'est à ça qu'on va arriver un peu plus tard. Et comment nous sommes capables d'expliquer le fait qu'on n'a pas senti que le secteur, parce que quand même, il est coiffé par une structure, par une entité, il n'y a pas l'impression qu'on voulait le ton dans cette lutte contre la corruption. Qui j'en expliquer ça? Est-ce que c'est une situation à pérenniser, à perpétuer, d'après vous-même? Bon, parce que la corruption est souvent cachée une machine infernale. Et ce qu'on est dans les pays qui sont très affectés par la corruption, il y a un journaliste par semaine qui meurt parce qu'il a été
l'initiative d'une enquête sur la corruption. Ici, vous ne faites pas beaucoup d'enquêtes, vous. Hein, c'est la réalité. Je n'ai jamais vu de journaliste enquêter sur ces questions-là. Vous donnez la parole, son de cloche 1, son de cloche 2, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'enquête, donc ça vous protège. Donc c'est une machine infernale et il ne faut pas sous-estimer le poids des acteurs qui sont en charge de rentes économiques et peut-être centenaires. Et ils vont tout faire. Donc ce n'est pas un but facile. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas laisser les pouvoirs publics tout seuls. C'est pour ça qu'on a besoin d'éducation. On a aussi besoin des autres forces de la société, les journalistes, les organisations de la société civile, les universités, le public en général. Et c'est cette coalition, c'est ce mouvement de fond. C'est parce que je dit tout à l'heure, dans un pays qui a pile corruption, les journalistes mourent souvent. C'est que, en pile auditeur qui a suivi nous là, téléspectateur est capable de dire, ah, si le recteur a encouragé les journalistes à mener l'enquête, puis il a besoin de moi tuer un peu. Non, parce que on dit que ce n'est pas le cas, on dit que ce n'est pas le cas, ce n'est pas un souhait non plus de ta part, et que justement, on présente un problème. Ouais. Et on a procédé par comparaison. Voilà. Mais, est-ce que l'Université Quisqueya prévoit mener ou encore organiser plusieurs colloques sur la corruption? Peut-être pas des colloques, un colloque est un peu lourd comme activité scientifique, pour quantité de ressources à demander, monde comme mobiliser, temps de préparation, etc. Mais deux activités académiques, oui, par exemple des conférences ou des ateliers. Par exemple, on est en train de préparer un atelier sur la passation des marchés. Voici encore un autre lieu de génération de la corruption, c'est les marchés publics. D'abord, au niveau de l'octroi des marchés, c'est là qu'on connaît facilement, c'est le lieu le plus vulnérable. Mais pas seulement ça, une fois que le marché octroyé, ça n'a pas regardé là avec l'histoire d'Haïti récente, c'est une fois les marchés octroyés, c'est le suivi, est-ce que mon exécuté ma chère? Est-ce que l'exécuté selon les normes? Ou est-ce que pas exécuté du tout? Il ne suffit pas d'octroyer. Déjà, au niveau de l'octroi des marchés, tu as des problèmes, mais dans la mise en œuvre et le suivi, tu as encore d'autres problèmes. Donc, pas sur l'exemple. Ouais, dans ça, on va parler par exemple des questions fiscales et douanières. DGI douane, on va moyen ça. Mais voici encore un autre terroir fertile pour la corruption. Un entrepreneur qui ne veut pas payer le niveau de taxe, quel arrangement il fait? Il peut privatiser une partie de la DGI. Des douanes, c'est pareil. Donc voici encore, il y a plein de chantiers à travailler. Donc ce que je dis, je mets en place un premier dispositif de base de travail pour éclaircir l'environnement, éclaircir la problématique, faire comprendre les enjeux, les mécanismes qui sont en œuvre, et puis créer les bases d'un travail plus approfondi dans le futur que je ne pourrais pas faire seul. Je vais aller chercher les journalistes, je vais aller chercher les ONG, je vais aller chercher aussi l'aide des pouvoirs publics, parce qu'en fait, au bout du compte, nous aidons les pouvoirs publics à mieux s'armer pour faire face à ce fléau. Professeur, rapport entre pauvreté ou misère et la corruption? C'est difficile. D'abord, j'ai mis un panel, c'est un panel un peu provocateur, corruption et développement. Est-ce que corruption marche à développement? Est-ce que corruption empêche le développement? Il y a des côtés Abdou, corruption pas empêcher le développement. Pour un bon exemple. Et il y a Abdou souvent que la corruption peut être l'occasion d'une plus grande efficacité économique, localement. Dans quel sens? Supposons que les procédures, on a fait des taxes exorbitantes, ou des taxes pas exorbitantes, confiscatoires. Et, par exemple, François Hollande avait imposé 75% d'un impôt sur la fortune. Imaginez qu'un impôt sur la fortune en Haïti était 75%, taux d'impôt était 75%, ou tu as saisi que tout le monde est pauvre. Parce que tu as une façon pour l'évader. Si procédure complexe, difficile, et longue, il n'y a pas jamais abouti pour dédouaner une marchandise, par exemple, ou pour un entrepreneur, payer un pot de vin à côté. Donc, créons un marché local qui rend une sorte d'efficacité économique parce que l'entrepreneur a le plus vite. Il mettait bien sur le marché plus vite, il produit un peu plus vite. Ça, c'est une théorie. Okay? Mais il y a un paquet de contre-effets qui balançaient ça là, dans le sens que si on fait pour des procédures qui sont très longues, très complexes, mais tu ouvres la voie pour que les fonctionnaires généralisent son comportement pour toutes les autres procédures, même celles qui sont régulières. Tu crées les conditions pour que les pouvoirs publics ne prennent jamais des dispositions pour faire les réformes légales et réglementaires qui sont nécessaires pour splitter les procédures. Donc, c'est un débat. Donc, j'aborde cette question avec les spécialistes qui vont dire
Moi, j'ai des amis qui me disent, qui connaissent bien le Mexique, qui disent qu'il y a une bonne partie de l'économie mexicaine qui est assise sur la corruption. Après, beaucoup de pays d'Asie sont intrinsèquement corrompus et peut-être avec des niveaux de développement extrêmement importants. Donc, c'est une question très complexe. Je n'ai pas de réponse moi-même comme professeur, mais je mets en branle une machine de travail, de réflexion, les spécialistes vont parler, et nos étudiants, nos chercheurs vont s'emparer de ce chantier. Ça ne va du coup là où justement anticiper question professeur, parce que là, avec l'explication, là, on a comme l'impression qu'on retrouve une brèche pour de nouvelles réflexions. Comment d'autres pays ont développé quand même malgré la corruption, alors que nous-mêmes, nous avons un état ça, nous corrompus, et nous avons un état de sous-développement ça. Vous pensez qu'il y a une possibilité pour approfondir des réflexions sur ça? C'est ce qu'on commence à faire. Moi, je vais écouter les spécialistes. Mais il y a des choses qui sont évidentes. D'abord, la littérature en rend compte, mais aussi l'expérience. C'est qu'un pays corrompu fait fuir les investisseurs étrangers. Haïti a un déficit d'investissement direct étranger. Mais ça explique que dans l'autre pays où les investisseurs sont allés. Bon, peut-être que vous déjà là. Est-ce que vous avez l'autre problème? Vous captez déjà là, vous captez déjà accommodé. Non, mais ça veut dire, professeur, est-ce que ça veut dire que nous vîmes corrompus ou bien est-ce que nous ne sommes pas toujours corrompus en tant que pays, je veux dire? Bon, il y a un pessimisme général sur Haïti. Il y a des gens qui disent que la corruption est systémique, peut-être. Que la corruption est généralisée, et la corruption est étendue, certainement. Et je pense qu'il faut nous être très prudents sous l'idée de dire que la corruption est partout. Ça fait que d'accepter comme étant un fait divers, un acte banal, un fait de la vie sociale et auquel on s'accommode. Alors que ça dérange l'économie, ça prive l'État en particulier de moyens nécessaires pour faire face aux services publics. Et en général, ce sont les pauvres qui vont souffrir. Ça veut dire que si on n'a pas qu'à l'école, pas de soins de santé, ou pas qu'à entretenir une route, ou regardez quand l'indice de corruption est important, la partie de la population qui est la plus affectée, ce sont les pauvres. Parce que ceux qui sont bien armés financièrement savent se tirer d'affaires. Ils savent payer des pots de vin, ils savent corrompre des fonctionnaires ou des agents de l'exécutif ou du Parlement, ils se tirent d'affaires. Mais les pauvres sont livrés à eux-mêmes. Donc tu ne peux pas laisser un mal comme ça s'étendre, ne serait-ce que parce que ça dérange les pauvres et que ça crée les conditions pour qu'un jeune investisseur qui fait les choses correctement n'ait pas d'autre choix que d'aller payer des pots de vin. Maintenant, il ne pourra jamais faire la compétition avec les grandes entreprises qui sont mieux rodées que lui dans la matière. Qui est-ce qui a doué plus s'approprier de la lutte contre la corruption? Le secteur privé, les politiques, les élites, les intellectuels, qui est-ce qui a doué ou bien la société en général? Alors, dans la discussion préliminaire que nous avons avec l'avocat, on voit que, évidemment, la corruption, il prend des chances dans le privé. Son rente économique qu'il faut protéger. Et son privé qui corrompt un agent public, quelqu'un qui est détenteur d'un pouvoir public, qui a une mission publique là-dedans, c'est de ça qu'il est question. Mais on voit une corruption dans la magistrature, on voit dans la police, on voit une corruption dans le Parlement, on voit une corruption dans le conseil électoral, dans la politique. Donc il y a plusieurs domaines très vastes. C'est pour ça que ça ne concerne pas seulement ces acteurs, ça concerne le citoyen, parce qu'au bout du compte, c'est la qualité de vie de chaque individu qui est en cause. Et c'est ce travail qu'on essaie de faire, un travail d'information, d'analyse, pour mettre en place les outils de compréhension de ce phénomène et d'information. Maintenant, c'est pour ça que je l'ai pas interview dans le journal, dans la radio. Pas facile. C'est pour ça que je l'ai parce que je pensais que ça ne va pas faire pour contre nous. Je pense que les médias ont un rôle important, ont une fonction pédagogique aussi importante, sinon plus étendue que nous, à l'université, parce qu'ils ont une audience plus large que nous. Et donc, c'est ça que nous commençons à faire là. Un deuxième aspect que nous avons annoncé que nous ne pas aborder, nous ne pouvons jamais faire ça du tout depuis nous retourner, c'est qui nous souhaite venir dans le colloque là? Bon, d'abord les jeunes, beaucoup d'étudiants sont invités, des chercheurs de monde universitaire, mais aussi les pouvoirs publics. Nous invitons les sénateurs, nous invitons des fonctionnaires de l'État, des candidats de l'État, et nous invitons les médias, évidemment, en première ligne. Nous invitons les ONG, nous invitons le secteur religieux, nous invitons la communauté internationale. Parce que même tout, il y a une préoccupation ça,
parce qu'ils mettent des ressources dans des projets qui doivent alimenter des marchés publics. Ils sont conscients que le lieu d'organisation des marchés publics, c'est l'espace privilégié de la corruption. Donc, ils sont soucieux de l'efficacité de l'aide. Si je mettais des centaines de millions de dollars dans l'aide à un pays, comme bailleur de fonds, je souhaité qu'elle atteigne l'objectif que je visais, soit au niveau de développement, soit au niveau de réduction de la pauvreté. Donc, je n'ai pas accepté que quelques malandrins, même bien organisés, s'arrangent pour détourner les ressources au profit de l'intérêt privé. Vous avez auditrice qui m'a dit pour me dire qui côté la fête. Alors, c'est dans le campus université qui se a. Et les 3 et 4 mai, les conditions de participation professionnelle. C'est libre, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire très vite. Comment? Je crois qu'il y a une inscription en ligne, je dois vérifier tout à l'heure si c'est déjà actif. Et bon, on donne des invitations à tous les secteurs dont on a parlé. Mais il va y avoir une retransmission directe aussi à la télévision. Et ce sera aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook Live. Donc on peut être chez soi et suivre en direct sur Facebook ou à travers les... Ça semble être vraiment important et cette information ça pour les gens qui veulent présents, qui veulent là, pour suivre, pour participer. Et on dit que c'est gratuit, mais il faut s'inscrire préalablement. Donc, si le monde parle de présenter, on dit c'est pour la conférence. On a 150 places dans un petit auditorium. Il y a 500 personnes qui viennent, je ne peux pas les accommoder. Oui. On va placer des écrans, on a prévu des écrans. Un programme plus que 150 étudiants dans l'université. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à ça. Ils vont vaquer à leurs occupations ordinaires. C'est pas évident. Et on se dit tout à l'heure de compter sur d'autres activités parallèles qu'on entend en guise de suivi à ce colloque. Oui, mais la perspective, c'est d'aider Haïti à se doter d'un observatoire haïtien de la transparence et de la corruption. C'est un outil de lutte dont la société doit s'emparer. Il n'est pas qu'arrêter la bataille contre la corruption, pas qu'arrêter seulement entre les mains des pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui organisent, qui gèrent, qui font le management de la corruption. Donc, même quand ils se donnent des outils pour le faire, on va prendre compte que ces outils sont handicapés par les mêmes pouvoirs publics. Ils sont peu efficaces. Donc il ne faut pas les laisser tout seuls, il faut les accompagner, il faut les prendre au mot. Qui doit les prendre au mot? Nous, dans la société civile, dans le secteur privé, dans les universités, les ONG. Et pas aucun point d'actualité qui va discuter dans le colloque ça sur la corruption, professeur? Bon, si on va parler de Petro-Caribé n'est pas là dans l'agenda, mais je ne vais pas empêcher en question. Non, pas dire rien, non? Non, c'est journaliste. Non, si on va parler de ça qui fait l'actualité, mais pour moi, c'est un dossier comme un autre. Et moi, la réflexion va au-delà de ça. Si on va s'intéresser à Petro-Caribé, ce n'est pas pour dire, pour chercher à comprendre qui est coupable, qui n'est pas coupable. Non, on va au-delà de ça. C'est pour analyser, par exemple, de quelle manière la machine, le système juridico-légal de ce pays s'est emparé de ce dossier et de quelle manière il l'a traité. Pourquoi elle était de cette manière? Pourquoi est-ce que les réponses ne sont pas efficaces? Qu'est-ce qui se passe? Ça demande une analyse. Analyse de comportement, analyse des limitations de la loi elle-même, analyse des dysfonctionnements des institutions. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est une analyse intéressante qui peut servir à éviter d'autres Petro-Caribé. L'université qui sera pour contre l'initiative est conjointement prise. On parle de 1804 Institute, l'Institut 1804. Vous pouvez parler nous, grosso modo, de l'Institut ça? Bon, c'est un petit think tank américain qui a été mis en place par un spécialiste en politique publique haïtien qui s'appelle Prosper Charles, donc qui est coprésident du colloque avec moi. C'est lui qui a mobilisé tous les universités américains, donc de Cornell, de Yale, de Harvard qui vont venir. Et c'est lui également qui a mobilisé les juges haïtiens, américains d'origine haïtienne. C'est également lui qui voulait mobiliser les congressmen à participer à cette activité. Ben, ça peut-être une autre occasion. Donc, il est dans la même mouvance que nous. D'abord, l'idée de ce colloque, il est venu me voir avec l'idée, il voulait faire une conférence. Et puis, on a redimensionné le travail. Et on fait chemin ensemble depuis lors, depuis quelques mois, pour monter ensemble et l'organiser. Merci, professeur. Et le dernier mot? Bon, il n'y a pas de dernier mot, c'est un premier mot. C'est un chantier que je mets en place, comme je l'ai dit, avec une perspective très claire de faire quelque chose de constructif. Et surtout qu'on ne peut pas dire qu'on tout le monde. Non, malheureusement. Mais grâce à vous-même, Wendell, je suis posé pour transmettre, ou bien journaliste qui a retransmettre soit live, soit en différé.
Là, depuis la veille, avec nous le 2 mai dans un atelier. Si pas là, vous voyez jeune reporter là, nous, ils font un atelier. Dans l'atelier préparatoire, qui ça nous va le faire? Nous pourrons analyser toute la littérature scientifique disponible sur ce phénomène. Nous pourrons analyser toutes les institutions juridiques, toutes les lois, règlements, conventions internationales qui ont été signées, mais également nous pourrons faire une analyse détaillée du programme du colloque lui-même, pour permettre aux journalistes d'identifier mais qui sont les intervenants et comment ils peuvent travailler avec eux, parce qu'après, en fait, Samba là, ou travaille pour, en quelque sorte. Parce que nous avons une cinquantaine d'intervenants, des spécialistes de différents domaines, à disposition pour faire d'autres entrevues qui pourront aller beaucoup plus loin que moi dans cette première interview de mise en perspective. Donc, on connaît on connaît qui pour inviter, qui ça pour parler avec eux. Donc, ce sera les 3 et 4 mai 2018 au campus de l'Université Quisqueya. Donc, ce sera un colloque international, vous avez dit. Exact. Parce qu'il y a bien des experts internationaux qui ont bien participé. Haïtiens aussi. Oui, internationaux et haïtiens. C'est ça. Oui, donc, et thème, c'est corruption et transparence, mécanismes et enjeux. Merci encore une fois, professeur. C'est un plaisir pour me déguer au matin. À votre service. Et puis bonne chance. Merci. Voilà, madame, monsieur, le professeur Jackie Lumarc, recteur de l'université Quisqueya. Et puis avant de vous quitter, je voulais jeudi, lundi, remercier des auditeurs, internautes et téléspectateurs de Métropole pour le geste spontané qui a été fait vendredi dernier lors de la rubrique Le Point, côté que nous avons parlé de la fille qui était prise en sandwich entre 2 autobus et qui a vécu une situation très complexe, très compliquée. Jeudi, merci. Alors Métropole remercie tout le monde qui t'a suivi l'émission ça et qui t'a fait un geste spontané à l'égard de la fille Kesta, qui, je vous dis encore, a souffert. Merci à tout le monde pour solidarité, pour charité dont on a été fait montre à l'égard de la fille. Et particulièrement aujourd'hui, nous voulons remercier également Ben Store. Merci, madame, monsieur, d'avoir accueilli Métropole chez vous. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à mercredi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.